Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Didier Ouedraogo, coordonnateur du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, et de nos éditorialistes Samuel Gembok et Alfred Chango. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, va bientôt accueillir le siège de l'Organisation internationale du cacao. Cet organisme avait à l'origine pour fonction de stabiliser les prix sur le marché mondial. Désormais, il supporte des projets de développement dans la production et la commercialisation du cacao. Ailoun Guindo et Ibrahim Ndiaye. Actuellement basé à Londres, en Angleterre, le siège de l'Organisation internationale du cacao va être délocalisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une décision prise à l'issue de la 92e session ordinaire du Conseil international du cacao qui s'est tenue du 23 au 25 septembre 2015 dans la capitale anglaise. D'ici le mois de mars 2016, l'institution pourra réaliser le projet qui avait été abrogé entre 2010 et 2011 en raison de la crise sécuritaire qui prévalait en Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité en Côte d'Ivoire le démontre bien, la sécurité s'est grandement améliorée depuis la sortie de crise qui maintenant remonte à quelques années, à 2011. L'indice de sécurité est très bon en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a l'ICCO qui arrive, mais la Côte d'Ivoire accueille déjà de nombreux investisseurs, de nombreuses multinationales qui viennent s'installer. Donc c'est le signe que tant l'administration que le secteur privé estiment que les conditions sécuritaires sont réunies pour une installation, même sur le long terme. L'élection à venir, à mon sens, sera une formalité sur le plan sécuritaire. Je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ce déménagement de l'ICCO en Côte d'Ivoire s'accompagnera du remplacement en septembre 2016 de son patron actuel, Jean-Marc Anga, arrivé à la tête de l'organisation en 2010. L'Organisation internationale du cacao, basée à Londres depuis 1973, avait initialement pour fonction de stabiliser les prix du marché mondial de cacao. Aujourd'hui, elle encourage aussi des projets de développement dans la production et la commercialisation du cacao, des rôles que compte accentuer la Côte d'Ivoire. Tout à fait raison de se délocaliser en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le nerf de la guerre sur le cacao. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que cette organisation continue d'être basée à Londres, étant donné que opérationnellement la production, très bonne partie, très large partie de la production mondiale est en Côte d'Ivoire. Donc pour l'Organisation internationale du cacao, l'enjeu c'est de se rapprocher des productions, de se rapprocher des problématiques opérationnelles. Je pense au vieillissement des vergers, je pense à l'accompagnement des petits producteurs, parce que c'est un marché en production qui est essentiellement porté par des petits producteurs, il faut le rappeler. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire compte 35% des récoltes mondiales avec une production de plus de 1,7 million de tonnes en 2014. Samuel, qu'est-ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire d'abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao ? Oui, beaucoup de choses. Déjà, sur le plan de la visibilité du pays, c'est un instrument de diplomatie important, parce que le siège étant dans le pays qui est d'ailleurs la première puissance mondiale en matière de production de cacao et de transformation de cacao, je pense que c'est déjà une bonne fenêtre d'opportunité que les dirigeants ivoiriens pourront saisir pour renforcer leur voix sur la scène internationale. Deuxièmement, sur le plan économique, c'est une bonne chose parce que il y a des fonctionnaires de l'institution qui seront établis dans la ville et cela va accroître le pouvoir de consommation du pays, voire de la ville. Maintenant, aussi au niveau de la stratégie économique, de l'intelligence économique, c'est un outil important parce que désormais la Côte d'Ivoire pourra facilement avoir accès à l'organisation du marché ou aussi au niveau de la fixation ou de la stabilisation des prix. Le gouvernement a déjà commencé à stabiliser les prix au niveau national. Je pense qu'avec cet outil, c'est plutôt une bonne chose. Alfred, c'est un bon moyen pour la Côte d'Ivoire de consolider sa place de leader ? Non seulement cela, mais davantage. C'est-à-dire qu'il y a plus de visibilité sur le plan international, mais c'est plutôt la consécration d'une politique de retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale engagée depuis l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est-à-dire ce qu'il a fait avec son gouvernement, avec tous les Ivoiriens, c'est d'essayer d'effacer ces années de guerre qui avaient fini par d'éteindre sur les capacités économiques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place au niveau non seulement de la CEDEAO, de l'Afrique, mais au niveau international. La Côte d'Ivoire est devenue un pays crédible.
cette crédibilité est importante pour les affaires, pour la compétitivité justement de son économie et pour la production, en tout cas cacaoyère et autres. Donc, que cette organisation intergouvernementale internationale vienne en Côte d'Ivoire pour la première fois depuis sa création, c'est un signal fort qui est donné à la fois aux Ivoiriens, mais aussi à tous les autres investisseurs étrangers. Merci. Dans l'actualité également, au Rwanda, depuis la fin du génocide, les autorités ont misé sur la construction de logements adéquats pour les rescapés de cette tragédie. Une politique visant une meilleure réinsertion de ces personnes. 21 ans après, le dispositif est salué, mais reste encore perfectible. Un reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. Offrir des conditions de vie décentes aux personnes vulnérables et aux rescapés du génocide, c'est l'ambition des autorités rwandaises. Le pays expérimente depuis 2 décennies une politique de construction de villages modernes pour abriter les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Rusheshe, dans le district de Kichukiro, à une trentaine de kilomètres de la capitale Kigali. Près de 400 familles défavorisées vivent dans 350 maisons dotées d'infrastructures modernes. Vous savez, ce village existe depuis 2011. Moi, je viens de recevoir cette maison et je suis en train de l'intégrer avec mon mari et mes 6 enfants, dont 3 adoptés. Je suis heureuse car c'est un nouveau départ pour toute la famille. En tant que veuve, j'habitais une maison où le loyer mensuel coûtait 25 000 francs rwandais. On m'avait expulsée car je ne réglais pas régulièrement le loyer. Je rends grâce à Dieu car je suis désormais propriétaire d'une belle maison ici dans ce village. La vie reprend à nouveau pour moi et mes enfants. Au Rwanda, on retrouve au moins un village moderne dans chacun des 30 districts. Le district de Kichukiro compte actuellement le plus grand nombre de villages, c'est-à-dire 7. Quand il n'y a pas de moyens financiers suffisants, donc on ne peut pas construire des maisons pour tout le monde. Donc il y a des gens qui demandent de ces abris, qui demandent des maisons, mais les fonds, il y a manque de fonds. Les perspectives, c'est de sortir notre population de la pauvreté. C'est ça vraiment notre perspective. Dans les villages modernes, les familles défavorisées reçoivent la somme de 100 000 francs rwandais pour démarrer une activité génératrice de revenus. Elles obtiennent également gratuitement les produits de première nécessité dès qu'elles intègrent la maison. Alfred, prendre soin de ces rescapés de ce génocide, c'est aussi une manière de rendre la réconciliation effective? Oui, Fanny, mais j'allais dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est-à-dire que dans les années de l'immédiat après génocide, les rescapés, les survivants et survivantes avaient l'impression qu'on les avait oubliés. On ne voulait pas entendre leurs paroles, on ne voulait pas entendre leurs souffrances. Et donc il y a eu des associations, des ONG qui se sont chargées justement de la résilience psychologique, morale, soutien, etc. Et puis le gouvernement a pris la mesure quand même de la situation en mettant en place un plan, un programme justement d'aide et de soutien aux rescapés du génocide. Et c'est vrai ce qu'a dit le maire de Kichukiro qui constate effectivement qu'il y a un manque de fonds. Parce que on oublie souvent qu'après le génocide, le Rwanda avait tout à refaire, tout à reconstruire. Humainement, mais structurellement aussi, infrastructurellement également, et que c'était une tâche herculéenne. Et alors Kagame il fait ce qu'il peut pour justement répondre à toutes ces exigences, de toutes ces sommations du réel. De ce point de vue-là, effectivement, il est exemplaire Paul Kagame, même si par ailleurs on peut lui reprocher sa dureté vis-à-vis de son opposition au plan politique, mais sur ses engagements socio-économiques, il essaie de le tenir jusqu'au bout. Didier Ouedraogo, une réaction rapide par rapport à cette politique en faveur des rescapés? Oui, il faut souligner là la volonté quand même d'un pouvoir qui veut régler des questions historiques fondamentales. Parce que dans un pays qui a subi une crise comme celle du Rwanda, pour revenir à la surface et faire réémerger donc une population qui a espoir pour l'avenir et en gardant une unité nationale, il faut beaucoup de volonté politique. Et je pense que la justice sociale
telle qu'on la pratique, c'est une manière donc de rendre justice, n'est-ce pas, à toutes les victimes donc, de la guerre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement donc, de traîner tout le monde au tribunal. On aurait fait dans le cas du Rwanda que c'est tout le Rwanda qui aurait été au tribunal. Donc la question n'aurait pas été résolue là. C'est une manière donc, de rendre justice et de rétablir les gens dans une confiance donc, de l'histoire d'un peuple et reconstruire les choses en fait sur une base maintenant égalitaire. Et ça c'est très important. Il faudrait que peut-être on prenne exemple pour en tout cas ce qui est du Rwanda, que d'autres pays donc de l'Afrique prennent exemple sur le Rwanda, parce que la réconciliation n'est pas un vain mot, c'est du concret, et c'est rétablir les gens dans leur dignité d'appartenir à un État et de vivre dans un espace sécurisé. Et c'est ce qui se produit. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, 355 ONG estiment que l'agriculture intelligente n'est pas une solution contre les changements climatiques. Ce groupe souhaite désormais faire retirer le concept de la liste des solutions qui seront envisagées lors de la conférence sur le climat à Paris en décembre prochain. Pour rappel, depuis 2010, l'Agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation voit dans ce concept un moyen de garantir la sécurité alimentaire et les objectifs sur le réchauffement climatique. Samuel, est-ce que vous pensez, est-ce que vous partagez les craintes de ces ONG sur l'agriculture biologique intelligente? Oui, je pense que les craintes des ONG sont fondées. Maintenant, il faudrait aussi prendre en compte les préoccupations qui sont formulées par les Nations Unies sur la question relative au climat. Ce n'est pas une préoccupation qui est vaine. Elle est tout aussi fondée que les recommandations et les réserves formulées par les ONG. Ce qu'il faudrait peut-être relever, ce sont les difficultés de la mise en œuvre de ce concept. Est-ce que les populations rurales sont préparées à la mise en œuvre de ce concept? Je n'en suis pas si sûr. Donc il faudra peut-être entamer des programmes de sensibilisation et de formation des agriculteurs ruraux et préparer peut-être des programmes insérés dans les écoles de formation agricole pour que cette problématique puisse être parfaitement maîtrisée par les populations. Alors Alfred, l'ONU avait justement estimé que le concept pourrait être intéressant justement pour l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord que l'ONU a parfaitement raison, mais qu'on a tort de réduire l'agriculture intelligente à uniquement les OGM. C'est plus que cela. C'est dit, il faut penser l'articulation, production bonne, efficiente, environnement, santé publique et rendement, productivité. Ça, c'est une agriculture intelligente. Qui fasse quoi? Mais effectivement que, suivant les environnements où l'on se trouve, qu'on ne puisse pas surexploiter la terre, par exemple, ça fait partie de ces choses-là. Donc, il faut mieux expliquer ce concept d'agriculture intelligente. Au Burkina Faso, déjà, le coton OGM existe. Des recherches avaient été faites dans les centres de recherche au Burkina Faso. Ça a dû améliorer, sans aucun doute, le rendement de la production cotonnière. Mais par ailleurs, c'est surtout la question des effets de cette agriculture liée aux OGM. Mais dans l'ensemble, une agriculture intelligente, c'est une bonne chose, mais il faut expliquer en quoi ça consiste. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au Burkina Faso. Didier Ouedraogo, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu à votre plateau. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Alfred, merci. Merci Fanny, ravi d'avoir été avec vous sur ce plateau. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.